veux qu'on regarde ensemble Oui, je veux bien. Ton écran est fixe, on ne voit pas. Voilà, là, il y a 47 personnes, donc les gens arrivent. Vous voyez quelque chose? Ce qu'on voit, ton bureau, on voit qu'il y a un document cycle de conférence qui n'est pas ouvert. Donc, attends, le problème, c'est que dans 1 minute, c'est l'heure de commencer la conférence, là. Pareil. Tu peux partager? Mais arrêtez le partage, vas-y. Mais partage ton écran, vas-y. Remets partage ton écran. Vas-y, là tu mets écran, mais tu mets le son. Partage l'audio aussi. À côté, la petite bulle à côté. Et la petite bulle à côté. Non, en fait, il veut pas. Si tu mets l'écran, vas-y, l'écran. Non, l'écran. Vas-y, là maintenant, partage l'audio. Et le petit truc à côté, là. Josélie. Oui. Je crois qu'on refera ça très bien la fois prochaine parce que là, il est 17h30. Oui, déjà, oui. D'accord. Hein? Désolée. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir accueillir tout le monde. Donc à l'heure actuelle, il y a plus de 60 personnes qui sont déjà connectées. Nous savons que dans l'une des salles de l'ICP, il y a une quarantaine de doctorants qui sont réunis pour écouter la conférence de Laurence de Gaspari et également participer aux questions. Donc, un premier temps, je vais présenter. Ensuite, Laurence de Gaspari va pendant 40-45 minutes exposer. Pendant, disons, la deuxième partie de cet exposé, vous pourrez déposer des questions en ligne et je vous relancerai un petit peu, de façon à ce que Pierre-Antoine, ici présent, qui est membre donc de la FACEF, et moi-même, nous puissions reprendre vos questions et les soumettre à Laurence de Gaspari, que vous allez bientôt entendre. Alors, je vais commencer comme d'habitude par présenter Laurence de Gaspari. On est très, très, très heureux d'accueillir aujourd'hui. Donc, Laurence a cofondé, il y a à peu près 8 ans, si je ne me trompe pas, une association qui s'appelle Enfance et Attention, qui donc vise le développement de la pleine conscience auprès des jeunes, association dont elle est présidente. Donc tout ça, ça fait partie du mouvement Mindfulness. Alors c'est vrai que certains on peut avoir un peu peur de ce vocabulaire d'origine anglo-saxonne, et Laurence de Gaspari parle beaucoup de présence attentive, ce qui nous parle beaucoup. Voilà, donc c'est un peu la raison de cette invitation. Dans le contexte quand même assez général de bien constater de crise de l'attention à tout niveau, adulte, enfant, etc. Alors pourquoi Laurence? Pour pas mal de raisons, mais en tout cas de sa part, il y a une démarche qu'elle a fait à un moment vers la méditation, et puis trouvant que la méditation était un grand bienfait, elle a considéré que ça serait quand même super d'en faire bénéficier les enfants.
parce que tant qu'à faire, autant que ça soit pour toute une vie et pas simplement un peu tard quand on devient très adulte. Voilà. Donc, pour que les enfants y aient accès, il fallait un peu travailler avec l'éducation nationale, le système scolaire, d'autant que l'éducation nationale a ajouté aux missions classiques du savoir lire, savoir écrire, savoir compter, ce qu'on connaît bien, depuis peu le apprendre à écouter, ce qui nous concerne. Voilà. Et donc, Laurence et son association donc Enfance et Attention travaillent déjà beaucoup, 14 académies, une trentaine de villes, travaillent aussi avec des chercheurs, notamment l'INSERM, pour valider scientifiquement les méthodes, les bienfaits réels, aussi bien sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan de la santé. Il y a d'ailleurs des rapports réguliers sur réalité perspective de la pleine conscience dans la société française. Bon, toutes ces informations, vous, en tout cas pour ce qui est des rapports, vous les retrouverez dans une petite communication qui vous sera envoyée juste après la conférence, enfin dans les jours qui viennent, avec une liste de ressources. Comme ça, vous pourrez reconsulter un peu tout ça et approfondir. Donc, Laurence de Gaspari est formatrice à la pratique de l'attention et notamment dans le cadre de la Fondation Savoir, Être et Vivre Ensemble, SEV. Et il y a des ateliers de méditation, des ateliers de philosophie, formation pour adultes, formation pour adolescents, formation pour enfants, les 3 publics visés. Bon, dans ces activités, il y a aussi un volet international, en tout cas francophone, une association AMT francophone qui fait des formations professionnelles, en lien d'ailleurs avec Formiris, qui est très présent dans l'enseignement catholique. Voilà. Puis il y a aussi une démarche d'influence, puisque son association, enfin il y a une association parallèle, Initiative Mindfulness France, qui depuis 6 ans travaille auprès des politiques pour la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de l'éducation, de la santé, du travail, de la justice. Et Laurence de Gaspari est responsable du pôle éducation. Il y a eu des formations déjà pour une quarantaine de députés qui ont suivi des formations. Bon, et puis Laurence de Gaspari est aussi bien sûr auteur d'ouvrages de soutien scolaire chez Bordas. Donc il y a en 21, enfin il y a donc récemment sont parus des ouvrages proposant des pratiques de l'attention. J'apprends facilement avec Montessori, de la grande section au CM2. Puis Groupe Bordas a aussi, si vous le connaissez, une plateforme qui propose des programmes d'éducation morale et civique du CP à la 6e. Et Laurence y a travaillé sur des pratiques de l'attention à l'intérieur de cette plateforme. Alors, ce soir, le sujet, c'est la méditation à l'école, bienfaits et controverses, ou bienfaits / controverses. Alors, bienfait, c'est un peu votre vocation, hein, faire bénéficier les enfants, donc aider toute la vie, donc on est dans le bienfait. Mais on sait aussi qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de cette question de l'introduction à l'école de plus ou moins de formes différentes de méditation. Donc, il y a des oppositions, des critiques fortes. Qu'en penser, qu'en dire et quelle est la réalité ou l'importance de tout ça. Donc, voilà, c'est un peu le début de cette introduction qui cherche à dire l'essentiel. Peut-être que j'ai oublié des choses importantes, Laurence, vous le direz. Peut-être que j'ai dit des choses pas tout à fait justes, vous me corrigerez. En tout cas, j'ai essayé de vous présenter. Voilà. À vous maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Est-ce que je suis à l'écran? Est-ce qu'on me voit? Vous-même, personnellement, êtes à l'écran. Oui, et on m'entend bien. On vous entend bien. Très bien. Donc, merci pour cette introduction. Il y a des petits détails que je pourrais reprendre, mais on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Dans l'ensemble, c'était très bien. Je vous remercie beaucoup. Donc, effectivement, on va parler de la méditation à l'école. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir les éléments que je vais vous présenter. Donc, la méditation à l'école, bienfaits et controverses. Vous voyez bien mon écran? OK. Absolument.
Donc déjà, comme vous l'avez un peu évoqué, Anne-Marie, quand on parle de méditation, on peut parler de beaucoup de choses. Et moi, je ne parle que de méditation de pleine conscience, dont on verra qu'effectivement, il y a plusieurs synonymes, pleine attention, pleine présence. Alors, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Quand on parle de pleine conscience, il y a une définition qui a été mise en place il y a une quarantaine d'années par Jon Kabat-Zinn, j'y reviendrai un peu plus tard. Et cette définition, c'est la capacité que nous avons tous à porter notre attention sur l'instant présent. L'instant présent, c'est quelque chose qui n'est pas si évident et habituel, puisque souvent notre attention est portée sur le passé ou sur le futur. Donc, porter son attention sur l'instant présent de façon consciente, c'est-à-dire en pouvant mettre des mots sur ce qu'on ressent et ce sur quoi on porte notre attention. En adoptant une attitude ouverte et bienveillante, ça aussi c'est un point important, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de curiosité, d'ouverture, et sans juger et sans nécessité d'agir, c'est-à-dire qu'on est uniquement dans prendre conscience de ce qui est là, et après peut-être on en fera quelque chose, mais la pleine conscience, c'est vraiment ce moment où on est dans l'instant présent sans forcément penser à ce qu'on va faire ensuite. Donc, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de performance, il n'y a rien à réussir, simplement être conscient de ce qui est là dans l'instant présent. Et effectivement, cette pleine conscience, qui est en fait une traduction du terme mindfulness, on peut utiliser des synonymes. Donc, pendant la présentation, pendant la conférence et les échanges avec vous, si j'utilise le terme pleine présence, présence attentive ou pratique de l'attention, ce sont des synonymes pour la même pratique. Et c'est vrai que historiquement, le terme mindfulness, donc, qui a été développé par Jon Kabat-Zinn, j'y reviendrai après, c'est un terme qui a été traduit par pleine conscience, et le terme de conscience en français peut renvoyer à des dimensions plus ou moins complexes avec de multiples acceptions. Donc, pour simplifier et pour être un peu plus proche de la réalité de cette méditation, on parle souvent de pratique de l'attention, puisque c'est vraiment le cœur de la pratique, ou de présence attentive, puisque c'est l'attention sur l'instant présent. Et ce que disait Jon Kabat-Zinn, c'est qu'on ne peut pas arrêter les vagues de la vie, les vagues de ce qui se passe en nous, les vagues d'une situation, mais on peut apprendre à surfer. Et apprendre à surfer, c'est d'abord prendre conscience de la vague, de comment est la vague, comment elle se présente, et ensuite, on peut, dans un second temps, voir ce qu'on fait avec cette vague. Mais la première étape, c'est vraiment de prendre conscience et d'être attentif à ce qui est là dans l'instant présent. Alors, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, j'ai envie de vous proposer une petite pratique de quelques minutes, 2-3 minutes, très très courte. Et après, on pourra parler, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter pendant quelques minutes ce qu'est une pratique de l'attention ou une pratique de pleine présence ou de présence attentive. Donc, pour ça, je vous propose une pratique pour adultes, parce que je pense qu'il n'y a pas d'enfants ni d'adolescents dans notre public ce soir. Et après, bien sûr, je détaillerai les modalités pour les enfants, mais je me suis dit que pour ceux qui ne connaissent absolument pas la pratique de l'attention, c'est important de l'expérimenter soi-même. Donc, je vous propose d'abord d'écouter le son d'une clochette. J'espère que ça passera bien à l'audio. Vous me direz, Anne-Marie, si ça passe bien. Donc, je fais sonner une clochette et je vous propose de l'écouter jusqu'au bout. C'est une clochette qui sonne normalement assez longtemps. On va voir si ça passe par le canal technique.
On n'a rien entendu. Rien du tout, même pas le début. Enfin, Ok. moi, en tout cas, non. Donc, on oublie ça. Je vous propose maintenant, dans votre position assise, de poser vos pieds à plat sur le sol et, si possible, de décoller votre dos du dossier de la chaise pour sentir que vous êtes soutenu par votre dos sans soutien supplémentaire. Les pieds à plat sur le sol, les jambes décroisées donc, et puis posez vos mains soit sur vos cuisses, soit l'une dans l'autre. Et puis je vais vous proposer le dos droit, le menton légèrement rentré, de fermer les yeux ou de regarder un endroit où il n'y a rien d'intéressant à voir, donc pas forcément l'écran. Et une fois que vous êtes dans cette position, peut-être sentir la stabilité de votre assise et observer l'endroit où vous allez sentir votre respiration, l'endroit où c'est le plus perceptible pour vous, peut-être au niveau des narines où l'air entre et sort, peut-être au niveau de la poitrine qui se soulève et s'abaisse doucement quand on respire, ou peut-être au niveau de l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle à chaque inspire et à chaque expire. Si pour vous c'est aidant, vous pouvez peut-être poser vos mains sur le ventre et sentir peut-être le mouvement du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et pendant quelques instants, simplement sentir votre respiration. Il n'y a rien à réussir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de respirer. Simplement être conscient de comment est votre respiration maintenant. Est-ce que ma respiration est plutôt rapide ou lente, plutôt profonde ou plutôt légère? Sans se juger, simplement observer avec curiosité comment est cette respiration, comme si c'était la première fois. Et c'est effectivement la première fois que vous observez cette respiration là, maintenant, dans l'instant présent. Cette inspiration et cette expiration et la suivante pendant quelques instants. Et puis peut-être prendre conscience de tout ce qui se passe en vous en même temps. Est-ce qu'il y a des pensées qui arrivent? Est-ce qu'il y a des émotions, des ressentis? C'est tout à fait normal. Même si vous décidez de porter votre attention sur la respiration, il se peut que votre attention soit détournée par une pensée, une sensation, une émotion. Simplement en prendre conscience et revenir à votre respiration et sentir comment est votre respiration maintenant. Juste maintenant. Et à chaque fois que votre esprit s'échappe, attiré par autre chose, simplement le ramener à la respiration et observer si peut-être la respiration change ou pas. Observez si peut-être votre humeur ou vos pensées reviennent au centre de votre attention.
Et pour terminer cette courte pratique, observez maintenant de nouveau vos sensations corporelles, vos pieds à plat sur le sol, votre assise sur votre siège, le contact de vos mains peut-être, le contact de vos vêtements sur la peau. Et puis quand c'est bien pour vous, ouvrir les yeux et peut-être vous étirer si ça vous fait du bien, si ça vous permet de revenir à la conférence maintenant et d'être présent maintenant à ce qu'on va échanger ensemble. Voilà, donc c'est une courte pratique juste pour sentir de façon non théorique ce que peut être une pratique de pleine présence ou d'attention. Alors, ces pratiques, elles sont issues de premiers programmes. Donc, le tout premier programme, le programme MBSR, Réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui a été créé par Jon Kabat-Zinn en 1979. Ce docteur en biologie moléculaire a souhaité construire ce programme pour contribuer à diminuer l'effet sur la santé des pensées négatives liées à des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et l'année suivante, un programme de thérapie cognitive basé sur la pleine conscience a été développé par Zindel Segal à Toronto. Un programme à visée davantage thérapeutique en complément de traitement ou seul pour réduire les symptômes dépressifs. Et suite à la création de ces deux programmes, il y a eu des applications dans tous les domaines et dans le monde entier, donc dans le domaine du travail, de la santé, de l'armée, de la politique, de la justice et bien sûr de l'éducation, qui est notre sujet aujourd'hui. Et ces programmes se sont développés à travers le monde jusqu'à la France. Et c'est important, avant de parler de la situation dans le cadre scolaire en France en particulier, de clarifier ce qu'est la pleine conscience et ce que ça n'est pas. Parce qu'il y a non seulement de multiples formes de méditation, donc là on parle uniquement de la forme de méditation de pleine conscience, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est la méditation de pleine conscience. Donc certes, c'est une forme de méditation, mais c'est une forme de méditation totalement laïque qui tire ses origines du bouddhisme, puisque Jon Kabat-Zinn a été étudier le bouddhisme et en a tiré un grand nombre de pratiques. Mais comme vous avez pu le voir pendant la pratique qu'on a fait ensemble, il n'y a rien de religieux dans cette pratique. Ces programmes sont codifiés et ont été validés scientifiquement. Il y a eu de multiples études et je vais vous en citer certaines uniquement dans le domaine de l'éducation puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse ce soir. Et elles sont totalement adaptées à la société occidentale. Vous avez vu qu'on peut faire ces pratiques assis sur une chaise, devant un ordinateur. On n'a pas besoin d'être habillé d'une façon spécifique ni d'avoir un matériel spécifique. C'est tout à fait adapté à notre quotidien. Ce que ça n'est pas de la relaxation. Dans la relaxation, il y a un objectif qui est de se détendre. Dans la pratique de l'attention ou méditation de pleine conscience, il n'y a pas d'objectif, il y a juste l'intention d'être présent à ce qui est là. Et si ce qui est là, c'est de l'agitation, si ce qui est là, c'est de la distraction, le simple fait d'en être conscient, le simple fait d'en prendre conscience, ça veut dire qu'on est déjà revenu à notre objet d'attention. Donc c'est vraiment une pratique
qui n'a pas d'objectif de réussite, ni même de se détendre, ni même de se concentrer, simplement d'être conscient de dans quel état on est dans l'instant présent. La pleine conscience, ce n'est pas non plus se couper du monde. Bien sûr, quand on s'entraîne, et vous l'avez vu dans ma proposition, on propose de fermer les yeux, on propose de regarder à un endroit où on ne va pas être distrait pour s'entraîner. C'est comme quand on apprend à nager, on ne va pas apprendre à nager directement dans une mer déchaînée, on apprend en général dans une piscine avec un maître nageur, avec une bouée, et petit à petit, on va pouvoir utiliser ce qu'on a appris dans des contextes différents, plus agités, mais l'idée de pratiquer la pleine conscience, c'est l'idée de d'abord observer ce qui se passe en soi, non pas pour se couper du monde, mais pour mieux se relier ensuite au monde, pour être plus présent, plus conscient de ce qui se passe en soi et de ce qui se passe dans sa relation avec autrui, dans sa relation avec son environnement, dans ses apprentissages et dans les différents contextes dans lesquels on vit. La pleine conscience, ce n'est pas non plus arrêter de penser. Souvent, on nous dit, mais méditer, c'est faire le vide, c'est ne plus penser. Non, c'est effectivement observer que même si le support attentionnel, c'est la respiration, comme par exemple dans la petite pratique qu'on a fait ensemble, les pensées vont s'inviter, les pensées, les émotions vont peut-être nous détourner de notre objet d'attention, mais on voit ces pensées, simplement on en prend conscience et on ramène son attention au support attentionnel, en l'occurrence dans la pratique qu'on a fait ensemble, la respiration. Mais ça peut être un autre support, ça peut être les sensations corporelles, il y a de multiples supports attentionnels, je les détaillerai ensuite. La pleine conscience, ce n'est pas non plus l'immobilité absolue. Là, dans la pratique que je vous ai proposée d'être assis sur la chaise et d'observer la respiration. Déjà, la respiration, c'est quelque chose qui bouge, c'est un mouvement, mais il y a aussi des pratiques en mouvement pendant lesquelles, avec des mouvements très simples, on va observer tout ce qui se passe dans notre corps quand on bouge. Donc, le fait d'être immobile, c'est simplement un support qui va permettre d'observer ce qui bouge dans son corps, mais on peut faire une pratique en mouvement, un mouvement en général lent pour être en capacité d'observer le mieux possible, parce que quand on est très rapide, c'est plus difficile à observer, c'est plus difficile d'être attentif, mais ce n'est pas toujours de l'immobilité absolue. Et enfin, la pleine conscience n'est pas réservée à certains, ce sont des pratiques très simples qui permettent de pouvoir être mises en place avec toutes sortes de publics, et vous verrez que pour les publics enfants et adolescents, c'est vraiment adapté à chaque public. Il peut y avoir des pratiques qui sont adaptées même en situation de handicap, donc il n'y a pas vraiment de contre-indication. On verra ensuite que selon les contextes, il y a effectivement des éléments à prendre en considération pour que ça se passe bien, mais les programmes sont des programmes ouverts à tous les publics dans la mesure où ils sont adaptés à ces publics. C'est donc un entraînement pour le cerveau. Et un peu comme le sport nous aide à compenser la sédentarité de notre corps, hein, on est souvent assis toute la journée et nos enfants aussi à l'école, même si maintenant à l'école il y a des cours d'éducation physique et donc il y a des occasions de bouger en plus de la cour de récréation. La pleine conscience nous aide à compenser les dérives de notre époque. On est sans cesse stimulé intellectuellement, notre attention est sans cesse attirée, tous azimuts, et en particulier avec les écrans, avec les jeux vidéo, et dès le plus jeune âge, notre cerveau est en permanence surstimulé. Donc cette pratique de pleine conscience, d'attention, elle permet de se poser et de laisser le cerveau se reposer en étant dans l'instant présent.
Donc, on va voir maintenant les méthodes et les formations pour les enfants et les adolescents. C'est vraiment le cœur de notre sujet, qui s'appuient sur ces protocoles MBSR et MBCT que je vous ai décrits et qui sont adaptés par tranche d'âge aux enfants et aux adolescents. Il y en a 3 principales qui sont accessibles en France. On va vraiment se centrer sur celles-là, même si, il en existe d'autres. C'est celles qui sont les plus utilisées et en particulier 2 d'entre elles dans le milieu scolaire. La première méthode, historiquement et en termes de notoriété aussi, c'est la méthode Elin Snell, qui a été créée donc, par ce thérapeute néerlandais, qui a écrit le livre « Calme et attentif comme une grenouille », qui a été traduit dans de nombreux pays, et qui a donc adapté ses programmes de pratique de l'attention par tranche d'âge, de 4 ans à 18 ans. Donc, il y a une tranche 4-8, 8-10, 11-14 et 14-18. Donc, il y a vraiment 4 programmes très spécifiques, de 8 semaines pour les enfants et de 10 semaines pour les adolescents. Il y a également la méthode Mindful Up qui a été créée et développée par Jeanne Siofachin, qui est l'auteur du livre Tout est là, juste là. Et là, c'est un programme de 6 à 8 semaines. Il y a un programme pour les enfants et un programme pour les adolescents. Et puis, la méthode... Pardon. La méthode PEACE, qui a été créée et développée par Candice Marot. PEACE signifiant présence, écoute, attention, concentration dans l'enseignement. Et là, c'est un programme de 10 semaines. Ce sont des pratiques un peu plus courtes, adaptées par tranche d'âge également pour les enfants à partir de 5 ans. Donc, ces programmes, excusez-moi, ces programmes abordent un certain nombre de notions de façon progressive. On commence toujours par expliquer aux enfants ce qu'est l'attention. Parce que les enfants, très souvent au quotidien, ils entendent dire « mais fais attention, concentre-toi », mais on ne leur explique jamais ce que c'est que l'attention ni comment faire attention. Donc, les premières séances vont vraiment porter sur qu'est-ce que c'est faire attention et on leur donne des astuces très, très simples. Je vais vous en expliquer quelques-unes sur vraiment ce que c'est que faire attention. Et puis, petit à petit, on va élargir à différents supports attentionnels. On commence par le support de la respiration parce que c'est effectivement le plus simple. Et puis, on va élargir aux sensations corporelles, ensuite aux émotions, donc on va aller vers des notions plus abstraites, aux pensées, donc pour les plus petits, on parle des images qu'on a dans la tête, pour finir à l'attention portée aux relations aux autres. Et puis pour les adolescents, il y a des séances spécifiques qui portent sur les sujets qui les préoccupent le plus, le stress et puis la communication avec les autres. Alors, comment ça se passe? En particulier en milieu scolaire, les modalités, elles peuvent se mettre en place depuis la grande section maternelle jusqu'à la terminale, selon deux types, soit en classe. Si c'est en classe, il y a une séance principale d'une demi-heure à 1 heure par semaine, selon l'âge des enfants. Avec les plus petits, donc à partir de 4-5 ans, c'est une demi-heure maximum. Et puis, avec les grands ados, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Donc, pendant cette séance hebdomadaire, on va aborder une thématique, une des thématiques que je viens de vous présenter. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'il y a un relais de 5 à 15 minutes par jour qui est absolument indispensable pour que cette pratique soit vraiment ancrée dans le quotidien des enfants et des ados. Si la pratique n'a pas lieu dans la classe, mais en atelier périscolaire, il est important donc d'avoir cette pratique donc 1 à 2 fois par semaine avec un relais quotidien des parents ou
pour les ados qui sont plus autonomes, un relais quotidien avec des pratiques qu'on leur fournit. Donc, avec en général un petit guide et puis des supports pour qu'ils puissent pratiquer tous les jours. Parce que, comme je l'ai rapidement évoqué en introduction, notre cerveau a l'habitude d'être constamment soit dans l'anticipation, soit dans le ressassement du passé. On a été conçu comme ça pour survivre. L'être humain a été conçu comme ça pour survivre, pour anticiper les dangers et pour tirer des leçons du passé quand il y a eu des difficultés. Donc, c'est vraiment important de parler d'un entraînement quotidien, au moins pendant toute la durée du programme, donc pendant 8 semaines. Ce qui se passe pendant la séance principale, donc la séance hebdomadaire, c'est qu'on introduit en général la thématique par une petite histoire ou par une comptine avec les plus jeunes. Et ensuite, on va tout de suite la mettre en expérience, en expérimentation, avec une petite pratique, souvent basée sur la respiration, parce que c'est ce qu'il y a de plus commode. La respiration, elle est toujours avec nous, donc pour que les enfants puissent se l'approprier. Et suite à cette petite pratique, il y a ce qu'on appelle un dialogue exploratoire qui va permettre aux enfants ou aux ados d'exprimer ce qu'ils ont ressenti pendant la pratique. Donc, par exemple, on va introduire la séance avec, si on parle des émotions, avec une petite histoire autour de la colère. Dans certaines des méthodes que je vous ai présentées, il y a une mascotte, par exemple une grenouille, à qui il arrive une aventure et elle se met en colère. Ensuite, on fait une petite pratique dans laquelle on expérimente ce qu'est la colère, ce que ça nous fait dans notre corps, si on sent qu'on a les poings serrés, si on sent qu'on a les sourcils froncés, donc pour que l'enfant vraiment puisse expérimenter dans son vécu, dans son corps, ce dont on a parlé de façon théorique. Et ensuite, on laisse la parole aux enfants pendant quelques instants pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont ressenti pendant la petite pratique. Et souvent, donc on alterne pendant la demi-heure. Ce n'est pas une pratique qui dure une demi-heure, c'est des petites pratiques de 3 à 4 minutes. Et après chaque pratique, un échange. Et souvent, un exercice en mouvement, à la fois parce que les enfants sont, comme on l'a dit, assis toute la journée, et aussi parce que dans le mouvement, c'est plus ludique et ça permet aux enfants d'expérimenter des choses différentes. Donc ça, c'est pour la séance hebdomadaire qui dure entre une demi-heure et 1 heure selon les âges. Et puis, pendant la petite pratique quotidienne, on va avoir également une pratique courte basée sur la respiration ou sur un des thèmes qu'on aura abordé pendant la séance hebdomadaire. Et puis, un petit échange, un petit dialogue exploratoire pendant lequel l'enfant peut exprimer ce qu'il ressent. Ce dialogue exploratoire, il est très important parce que non seulement il permet à l'enfant de mettre des mots sur ce qu'il a ressenti, donc en termes de prise de conscience, c'est fondamental, mais il permet aussi de normaliser, parce que souvent les enfants, quand ils ressentent de la peur ou quand ils sont déconcentrés, quand ils se rendent compte que leur attention s'est échappée, même si on leur dit qu'il n'y a rien à réussir, ils culpabilisent. On est quand même dans un contexte scolaire où il y a des notes, où il y a des évaluations, où il y a des consignes, où il y a des choses à réussir. Et le fait de pouvoir exprimer ou d'entendre un petit camarade exprimer le fait que, oui, lui aussi, il a eu peur, lui aussi, il a eu de la colère, ou lui aussi, il a été distrait, ça permet de se rendre compte que ça arrive à tout le monde et que tout ce qui se passe en soi, en termes de concentration, en termes d'émotion, en termes de pensée, ça peut arriver à d'autres. Et au contraire, on peut aussi exprimer des points de vue différents sans être jugé. Par exemple,
quand on fait certaines pratiques en mouvement, il y a des enfants qui vont dire « Ah ben moi, j'ai trouvé ça très agréable d'étirer les bras à la fin et de sentir plein de petits fourmillements dans les mains. » Et d'autres qui vont dire « Ah non, moi, ça m'a fait mal au dos. » Et de dire « Mais il n'y a rien à réussir, il y a juste à observer ce qu'on ressent. Toi, tu as ressenti ça, tu as trouvé ça agréable. Toi, tu as observé ça, ça t'a fait mal au dos. » Et chacun a son ressenti. Donc, c'est aussi une pratique dans laquelle l'enfant sent sa liberté de ressenti et sent que ce qu'il ressent lui, il n'y a personne d'autre que lui qui peut le ressentir. Donc, c'est vraiment un espace d'ouverture, de liberté, de curiosité qui permet ensuite à l'enfant progressivement de prendre conscience de dimensions un peu plus complexes comme les pensées, comme la relation à l'autre, comme peut-être certains conflits ou certaines frustrations. Donc cet espace de ressenti et d'échange, c'est un espace très important. Alors, comment ça se passe aujourd'hui en France? Anne-Marie l'a un peu évoqué. Il y a effectivement une enquête qui a été menée dans le cadre de l'association Initiative Mindfulness France dans le secteur éducation, dans lequel on s'est rendu compte que ces programmes ont été mis en place à tous les niveaux de classe, principalement en école élémentaire, puisque on voit qu'il y a environ 72% des programmes qui sont mis en place en élémentaire. On a mené cette enquête auprès de plus de 23 000 enfants et jeunes scolarisés, bien sûr via leurs enseignants et les instructeurs. Et ils représentaient entre 2015 et 2019 environ 420 établissements répartis dans 23 académies en France. Donc, ça nous a permis de nous rendre compte de l'ampleur de ce phénomène qui n'est pas réservé à quelques marginaux. C'est vraiment les programmes tels qu'on vous les a présentés. Là, on ne prend pas du tout en compte les initiatives individuelles qui ont été bricolées avec un bouquin ou issues d'une pratique personnelle. Ça, c'est vraiment les programmes dont on vous a parlé, les 3 programmes principaux qu'on vous a présentés. Alors, quels sont les résultats de la recherche? Il y a eu beaucoup d'études, énormément. On va commencer par la recherche internationale, puisque historiquement, ça s'est développé dans les pays anglo-saxons, mais pas que. Et c'est vrai que la France est très en retard dans ce domaine. C'est pour ça qu'on a souhaité créer des associations pour valoriser à la fois le développement de la recherche dans un contexte francophone et dans un système éducatif français tel qu'on le connaît. Donc la première grande synthèse d'études entre 2005 et 2019 a mis en évidence des bénéfices académiques, cognitifs, socio-émotionnels et psychologiques en milieu scolaire sur la base de 39 études quantitatives. Et ces effets positifs, ils sont multiples, essentiellement dans le domaine de la prévention, donc la prévention de la dépression, la prévention de l'anxiété, la prévention des troubles du comportement, mais également la diminution de comportements agressifs qui existent déjà, ce n'est pas que pour la prévention, l'augmentation du bien-être et des capacités attentionnelles, donc tout ce qui est fonction exécutive, flexibilité mentale et impact positif donc, sur les résultats scolaires, et le développement des compétences sociales et émotionnelles qui sont très à la mode en ce moment dans l'éducation nationale. Et c'est une bonne chose puisque, comme l'a rappelé Anne-Marie, elles font maintenant partie du socle commun de l'éducation nationale et elles font partie des programmes. Donc, développer ces compétences socio-émotionnelles, c'est la régulation des émotions, c'est l'empathie. Et il y a effectivement un effet et une corrélation importante entre la pratique de la pleine conscience et le développement de ces CSP.
Alors, en France, il y a eu une première publication en 2019 suite à une étude menée avec l'INSERM, une étude qui portait sur les effets de ces programmes sur l'anxiété, le bien-être et les aptitudes de pleine conscience chez les élèves scolarisés du CO2 au CM2. Donc là, de façon très concrète, c'est l'étude sur la méthode Eileen Snell que je vous ai présentée au départ. Et là, je vous présente uniquement quelques résultats significatifs. Vous retrouverez tous les résultats sur le site d'Enfance et Attention dans la rubrique ressources études. Quelques résultats significatifs. Donc, une baisse significative des problèmes émotionnels, une baisse significative des problèmes avec les pairs, donc entre enfants, et une augmentation significative de la prosocialité. Donc, je vous passe les éléments qui ne sont pas significatifs, puisqu'effectivement, il y a eu pas mal de controverses, on va en parler ensuite dans les médias, sur des études qui publieraient des résultats non significatifs. Là, on se base uniquement sur les résultats significatifs. Ces polémiques médiatiques donc, qui ont commencé il y a un an et demi environ, ont été principalement initiées par la Ligue des droits de l'homme, qui a publié d'abord un communiqué, puis une lettre ouverte diffusée à l'AFP et signée par un certain nombre de syndicats, qui était intitulée « En entrant dans l'école publique, la méditation de pleine conscience vient tacler de plein fouet la loi de séparation des églises et de l'État, socle de la laïcité ». Donc ça, c'était le premier communiqué. Suite à ce communiqué, il y a eu énormément de réponses et de droits de réponse. Donc là, je vous ai mis quelques titres de médias de presse essentiellement qui ont fait des études un petit peu plus approfondies. Et il y a eu des tribunes de chercheurs, il y a eu pas mal d'informations parce qu'il y avait beaucoup de contre-vérités dans cette première tribune. Et du coup, la Ligue des droits de l'homme est revenue à la charge avec une tribune un peu plus circonstanciée dans laquelle il parlait un petit peu moins de laïcité, puisque effectivement la méditation de pleine conscience est tout à fait laïque, et pointait sur certaines études dont les résultats n'étaient pas forcément les plus rigoureux, puisqu'il n'y avait pas de groupe contrôle, puisqu'il n'y avait pas de comptabilisation de tous les résultats, même les résultats négatifs. Les résultats des deux études que je viens de vous présenter ne rentrent absolument pas dans ce cadre-là, et je pense que la Ligue des droits de l'homme n'avait pas consulté les résultats des études portant spécifiquement sur les enfants. Mais ce débat est un débat tout à fait intéressant, et c'est bien qu'il soit porté sur la place publique, parce que ça permet justement aux personnes intéressées de trouver les sources d'informations et les réponses à leurs questions. Donc, on a eu pas mal du coup d'occasions de donner la parole aux principaux intéressés, puisqu'il y a eu une tribune en réponse des personnels de l'éducation nationale. Donc, cette tribune, elle est également disponible sur le site et dans la rubrique ressources. Il y a eu un certain nombre de mémoires, là je vous en ai cité un, améliorer l'attention par la pratique ritualisée de la pleine conscience en cycle 2. Il se trouve que c'est un mémoire de master à l'Institut catholique de Paris. Vous le trouverez également sur le site. Des témoignages des équipes éducatives sur la pratique régulière de la pleine conscience et les effets qui ont pu être observés directement par les enseignants dans les écoles, dans leurs classes, et puis quelques témoignages d'enfants qui expriment aussi ce que ça leur a apporté.
Effectivement, il y a de nombreux points de vigilance à observer en amont avant de mettre en place un programme de l'attention dans une classe. La première chose à vérifier, c'est que la formation dont on parle, donc soit la formation de l'intervenant, soit la formation de l'enseignant qui veut mettre ce programme en place, c'est que cette formation, elle soit issue d'un organisme qui est suivi, qui est certifié et qui est expérimenté. Et effectivement, vous avez peut-être entendu parler du rapport de la Miviludes, donc qui est sorti il y a quelques jours, qui est sorti le 3 novembre, si je ne m'abuse, dans lequel ils insistent sur le fait que de nombreuses interventions dans les écoles sont faites par soit des interventions extérieures, soit des enseignants qui n'ont ni certification, ni formation. Et c'est vrai que c'est très important. C'est aussi pour ça qu'au sein de l'association Enfance et Attention, on a une charte éthique, on a une remise à niveau pédagogique chaque année qui est exigée, une expérience personnelle de pratique de l'attention pour soi et de pratique avec les enfants. Donc, c'est très important, si vous souhaitez mettre en place ce type de programme, de vous renseigner sur quelle est la formation qui a été suivie, soit par l'enseignant, soit par l'intervenant extérieur, et de lui demander des garanties avant que ça soit mis en place. Excusez-moi, j'ai un problème. Deuxièmement, que ces programmes soient adaptés au milieu scolaire. Il y a de multiples programmes, en plus de ceux que je vous ai présentés, qui ne sont pas forcément attentifs au fait que dans le milieu scolaire, il y a une durée qui doit être limitée. Je vous parlais d'une demi-heure maximum. Il y a certains programmes qui commencent directement avec des sessions de 1 heure, et ça, c'est pas compatible avec les nombreux enseignements qui sont inscrits dans les programmes scolaires. La simplicité de mise en œuvre en termes de matériel, en termes de salles, en termes de pratique et d'exercice. La flexibilité, parce que c'est très important que si c'est un intervenant extérieur qui travaille avec l'enseignant pour que ça soit souple et adapté au contexte de sa classe et de ses enfants, de ses élèves. Et le principe de laïcité, bien sûr, hein, je le dis et je le redis, puisque pour les personnes qui se seraient arrêtées à la première publication de la Ligue des droits de l'homme, c'est quelque chose de tout à fait incontournable. Donc ça, c'est en amont, avant de mettre en place le programme. Et quand on décide donc de mettre en place un programme qui a passé déjà ses premiers critères, il est très important de s'assurer de l'homogénéité du groupe. Si c'est dans la classe, bon, il n'y a pas de problème de tranche d'âge, mais si c'est par exemple au collège, à un moment à l'heure du déjeuner ou pendant des heures de permanence, il faut que ça soit des enfants de la même tranche d'âge, qui y ait une présence suivie. Donc, si c'est dans une classe, s'assurer que ça ne va pas être interrompu parce que pendant cette période de 8 semaines, il y a des semaines où on va avoir une activité piscine ou autre chose. Donc, vraiment s'assurer que la présence sera bonne pour tous les enfants pendant toute la durée du programme, que ça soit le même enseignant. On a vu que quand on travaille avec, par exemple, une classe où il y a 2 enseignants en alternance, ça ne fonctionne pas parce que c'est vraiment important que ça soit le même enseignant et qu'il y ait un vrai suivi. Et la motivation, donc là en particulier pour les ados, à partir du collège, il n'est pas recommandé de le faire en classe parce que les adolescents vont le prendre comme quelque chose d'imposé.
Quand c'est jusqu'au CM2, il y a une dynamique de classe et les enfants, même pré-ados, suivent assez bien la dynamique de classe. À partir du collège, il vaut mieux que ça soit hors classe et que ce soit les ados qui s'inscrivent eux-mêmes pour ces programmes, donc pendant un horaire pendant lequel ils n'ont pas cours. Deuxième précaution, avoir un cadre adapté, c'est-à-dire que ça soit un lieu pérenne, toujours le même lieu pour avoir des repères. Donc, si ce lieu, c'est la classe, c'est parfait. Si on décide que c'est un lieu comme une salle de sport ou autre chose, pourquoi pas, mais qu'on ne change pas en permanence parce que c'est important d'avoir ces repères. Comme vous l'avez vu pendant la petite pratique, on expérimente des choses qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter. Il y a quelque chose d'assez étonnant et surprenant dans ces pratiques. Donc, c'est important que le cadre soit un cadre familier et dans lequel on retrouve toujours les mêmes repères. Qu'on puisse respecter le temps dédié, c'est-à-dire que si la pratique, la séance dure une demi-heure, il ne faut pas rajouter dans cette demi-heure le temps d'installation, le temps où on fait l'appel et où on récupère les enfants. Donc, c'est vraiment une demi-heure pour la séance. Et puis, pas d'interruption. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on propose de mettre sur la porte de la classe un petit panneau pour ne pas être interrompu par, par exemple, la dame de cantine qui vient demander si tout le monde mange bien à la cantine aujourd'hui, ou le directeur d'établissement ou la directrice qui vient faire une information importante. Donc, voilà, que ce temps soit vraiment un temps pendant lequel on demande aux enfants d'observer ce qu'ils ressentent et on leur propose d'avoir l'espace et le temps pour ça sans interruption. La régularité des séances, c'est important aussi. Donc, vous avez vu que c'est des programmes qui durent entre 6 et 8 semaines. Donc, on propose de commencer juste après la fin d'une période de vacances scolaires, puisqu'en général, il y a 6 semaines entre deux périodes de vacances, pour être sûr d'avoir un maximum de séances qui se suivent. Si on s'interrompt au bout de 6 semaines, les enfants ont déjà pris un rythme et ont déjà une forme d'habitude qui fait que c'est plus facile de reprendre après les vacances scolaires. Et puis, on demande aux enseignants de s'engager à mener les petites pratiques quotidiennes. Si jamais c'est un intervenant extérieur qui fait la séance principale. Et c'est effectivement une contrainte de trouver 5 minutes tous les jours, mais c'est une contrainte qui fait gagner en fait beaucoup de temps parce que les enfants, quand ils ont cette régularité dans la pratique, ils se mettent beaucoup plus vite en fait à la tâche et ça devient presque un réflexe. Et souvent, quand l'enseignant oublie, les enfants disent « mais on a oublié la petite pratique aujourd'hui ». Donc, c'est quelque chose qui devient vraiment ritualisé. Donc, c'est important de s'engager dans ce rituel. Et sinon, peut-être qu'il vaut mieux pas faire le programme du tout plutôt que de le faire à une période où on sait qu'on ne va pas pouvoir s'engager. Et enfin, donc, pouvoir mettre en place des retours d'expérience partagés. Donc, entre l'enseignant et les enfants, entre l'enseignant et l'intervenant extérieur, si c'est un intervenant extérieur. Donc, souvent, on fait un petit temps, soit à l'heure du déjeuner, soit à l'heure qui arrange l'enseignant, pendant lequel on explique les petites pratiques qu'il aura à faire pendant la semaine sur la base d'un guide qu'on lui laisse. Et puis, savoir, pour connaître un peu les enfants qu'il y a dans la classe, s'il y a des enfants à besoins spécifiques, soit en termes de handicap, ou bien des enfants qui ont besoin de particulièrement d'attention pour pouvoir organiser la séance au mieux. Donc, toutes ces précautions, elles peuvent paraître un peu anecdotiques, mais on se rend compte que si on les oublie, eh bien, en fait, on n'est pas dans un bon contexte pour pouvoir mettre en place. Et souvent, moi, ce que je dis aux enseignants, c'est, voilà, il vaut mieux
décaler ou ne pas faire du tout le programme plutôt que de le faire dans un contexte où on sait que ça ne sera pas au bénéfice ni de l'enfant, ni de la classe, ni de l'enseignant. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Donc, pour aller plus loin, Anne-Marie l'a déjà cité, les 2 associations sur lesquelles vous retrouverez un certain nombre de ressources. Et je suis maintenant à votre disposition pour les questions. Je vais arrêter le partage. Voilà. De toute façon, tout le monde recevra tous les liens sur les liens vers les livres, les liens vers les sites, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup. Quand on est du temps où on était en présentiel, c'était le moment où on applaudissait avant de passer aux questions. Alors, mentalement, nous avons applaudi. Donc, peut-être que Pierre-Antoine va lancer une première question en attendant que le chat se déclenche un petit peu. Oui, alors merci beaucoup, vous m'entendez bien? Très bien. Merci pour tous ces apports. Alors, il y a plusieurs questions qui sont remontées. La première, peut-être, c'est vous nous avez présenté 3 méthodes au début de votre propos. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu dessus? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait des méthodes qui s'adressaient à certains publics, à certains âges, mais en gros, s'il fallait choisir entre guillemets, une méthode, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner? Très bien. Alors, effectivement, ces 3 méthodes ont des spécificités, elles sont assez complémentaires. La première méthode, la méthode Eileen Snell, elle est particulièrement adaptée pour les enfants, dès le plus jeune âge, puisqu'elle commence vraiment vers 4-5 ans. Elle utilise une petite mascotte qui est la grenouille, qui fait que elle est assez ludique et cependant elle demande une formation approfondie. Donc souvent, soit l'enseignant doit se former lui-même, soit il doit faire appel à un intervenant extérieur. Et cette méthode, elle est valable aussi pour les adolescents, mais il n'y a plus la petite grenouille. Hein. Pour les adolescents, on s'adapte. La deuxième méthode, elle est plus adaptée à des groupes privés, donc soit des groupes en cabinet thérapeutique, soit des groupes en activité périscolaire. Donc, par exemple, si on veut mettre en place au collège un groupe avec des adolescents volontaires, là, la méthode est plus adaptée parce que c'est un plus petit groupe et elle est plus adaptée. Et la troisième méthode, le programme PEACE, c'est un programme qui a beaucoup évolué. Si vous allez voir sur le site de l'association Enfance et Attention, vous verrez que ce n'est pas une méthode qu'on accueille à l'association Enfance et Attention parce qu'au départ, justement, il ne répondait pas à tous les prérequis que nous exigeons au sein de l'association Enfance et Attention. Donc, c'est un programme que nous connaissons, que nous avons suivi, puisque pour accueillir un programme au sein de l'association Enfance et Attention, il faut qu'il y ait plusieurs membres du conseil d'administration qui se soient eux-mêmes formés pour avoir un retour d'expérience. Donc, c'est une méthode qui évolue, qui a des qualités, mais que pour des raisons justement historiques, nous n'avons pas aujourd'hui intégré au sein de l'association Enfance et Attention et qui justement a beaucoup cadré ces programmes pour répondre à certains prérequis justement de formation continue et d'expérience. D'accord, merci beaucoup. Alors, les questions affluent là Oui, c'est un peu de ma faute. Je n'avais pas appuyé sur le bon bouton qui permettait à tout le monde de s'exprimer. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a une question de Stéphanie qui vous demande, vous avez oublié de préciser les contre-indications médicales. Donc, elle aimerait savoir comment on fait en contexte scolaire pour s'assurer qu'aucun jeune ne présente une contre-indication. Alors, les contre-indications médicales…
à notre connaissance, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'études sur les contre-indications médicales auprès des adultes, mais auprès des enfants, il n'y a pas eu d'études. Donc, c'est plus du ressenti et du vécu. Et comme on s'est dit que pendant cette conférence, on voulait vraiment être sur des faits et pas que sur du ressenti, je vais me permettre de répondre avec mon expérience à moi et l'expérience des membres, des professionnels de l'association qui sont remontés vers nous. À partir du moment où un enfant est capable de suivre en classe de façon normale, on va dire, il n'y a pas de contre-indication. Donc, dans le cadre scolaire, il n'y a pas de contre-indication. Après, il y a certains enfants dont les enseignants savent qu'ils traversent une période difficile, où il peut y avoir une situation familiale compliquée. Donc là, on leur demande effectivement de nous prévenir parce que quand on va travailler sur les émotions, bah, peut-être, et souvent ça arrive, il y a des choses un peu pénibles qui surgissent et donc on va être particulièrement attentif à ces enfants. Donc c'est dans le cadre scolaire en tout cas une précaution à prendre auparavant, mais on ne va pas dire que ces enfants ne peuvent pas suivre le programme, mais il faut y être particulièrement attentif s'ils sont sensibilisés ou s'il y a eu des difficultés d'ordre traumatique ou d'ordre affectif importantes. Alors, dans les questions, il y en a plusieurs qui parlent de la taille des classes. Oui. Comment faire au collège avec 30 élèves? Alors, vous avez dit plutôt en dehors. En CE1, avec 25 élèves, est-ce possible? Comment réagir quand les élèves parlent pendant qu'on fait de la méditation, hein, là, on est chacun derrière notre ordi, donc vous n'avez rien vu, mais peut-être parlions-nous. Oui, alors effectivement, d'où l'importance de la formation des intervenants. Les méthodes sont très progressives, c'est-à-dire que on pose les choses au fur et à mesure et effectivement, les adolescents, s'ils ne sont pas volontaires, ce n'est pas la peine. Mais les enfants, il y a une dynamique de classe qui se forme. Il y a un certain nombre de règles du jeu qu'on établit avec les enfants au départ, en leur expliquant à la fois pourquoi on est dans le silence quand on fait la pratique, pour qu'ils puissent justement se concentrer sur ce qu'ils ressentent. Et c'est vraiment quelque chose qui demande à la fois d'être présent au groupe, c'est-à-dire que quand je guide une pratique avec des enfants, bien sûr, je ferme les yeux quand je leur propose de fermer les yeux ou de regarder vers le sol, mais je regarde aussi ce qui se passe pour voir justement les enfants qui peuvent être mal à l'aise, qui peuvent être perturbés parce qu'on fait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc, c'est tout un équilibre entre laisser la possibilité à l'enfant d'expérimenter ce que c'est que d'observer sa respiration, d'observer ses sensations corporelles, et puis poser un cadre dans lequel on permet aux enfants de ne pas déranger les autres, donc de respecter le silence, etc. Et en même temps, bah, c'est normal au début d'être embarrassé, il va y avoir des rires, il va y avoir peut-être effectivement des interpellations, des enfants qui parleront en même temps que le guidage de la pratique. Et c'est pour ça que il faut être formé pour savoir comment réagir. Là, on n'a pas le temps pendant la conférence pour que je vous fasse une formation intégrale, mais c'est ce qui est abordé pendant les formations pour que les intervenants ou les enseignants formés sachent comment réagir dans chaque situation. Merci. Pardon, Anne-Marie. Oui. Non, je voulais juste dire qu'il y a une intervention récente, quelqu'un qui a appliqué elle-même le programme PIS avec des secondes après le confinement et qui en a tiré grand bénéfice. Enfin, les élèves de seconde donc étaient pour partie contents, mais la difficulté c'était il y a un groupe qui veut, une autre partie qui veut pas. Or c'est intéressant quand même de le faire sur le temps scolaire
et pas simplement en dehors, parce que pour finir, ça peut concerner tout le monde. S'il s'agit d'apaiser un groupe, pourquoi de prendre que les volontaires, si vous voulez que je dise. C'est justement parce qu'à l'adolescence, il y a un phénomène que tout le monde connaît bien, qui est la volonté de s'affirmer. Donc voilà, on va pas faire un débat sur ça, mais la pratique de l'attention, c'est une pratique qui part d'un postulat de liberté de ressenti. Donc, vouloir imposer à des adolescents de faire la pratique, c'est vraiment contre-productif. Après, les adultes, ce sont les adultes qui s'inscrivent dans des programmes. Les adolescents, tant qu'ils sont au collège, pendant les heures de classe, ils suivent le programme scolaire. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, ça nous est revenu très souvent et les adolescents ont besoin d'adhérer et souvent ça fait boule de neige, c'est-à-dire que les adolescents qui se sont inscrits à un groupe pour un programme, ensuite ils en parlent à leurs camarades et peut-être après les autres vont s'inscrire aussi. Les classes dans lesquelles il y a eu des programmes qui ont été effectués avec certains ados, les enseignants remarquent les différences de comportement des ados qui ont suivi le programme et du coup, il y a un effet d'attraction plutôt qu'un effet d'obligation. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut jouer. Après, bien sûr, il peut y avoir des expériences différentes où toute la classe a adhéré et tant mieux. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que c'est une précaution à prendre. Alors, on a Charles-Henri qui vous demande, ne pourrait-on pas voir un risque d'emprise sur le psychisme des enfants, surtout lorsqu'on précise que ce doit être toujours avec le même enseignant, non interrompu dans la classe, etc. etc. Alors, le même enseignant, donc si c'est l'enseignant de la classe, mais ils ont le même enseignant toute l'année, donc là, je ne comprends pas très bien. Peut-être, il veut dire le même intervenant extérieur? Oui. Ah, oui. Je pense qu'il va peut-être du coup préciser sur le chat, mais cette idée, enfin sa question sur le risque d'emprise justement sur le psychisme des enfants. Oui. Donc effectivement, pendant la pratique, on demande de ne pas être interrompu, mais après, les enfants ont la parole. Donc chaque enfant peut exprimer ce qu'il a ressenti. Donc, et on leur répète, il n'y a rien à réussir. Donc l'emprise, je ne vois pas très bien où elle serait, puisqu'on permet à l'enfant d'observer son propre ressenti et de l'exprimer. Alors, il nous précise, vous avez vous-même précisé qu'il n'était pas bon de changer de personne. Alors, est-ce qu'on parlait de l'intervenant, de l'enseignant? Oui, si c'est l'enseignant, c'est le même enseignant toute l'année quand on est en école primaire. Et si c'est un intervenant, c'est un intervenant qui vient pendant 8 semaines. Et après, l'enseignant, tous les jours, c'est l'enseignant qui fait des petites pratiques quotidiennes. Donc, Alors, vous disiez quand c'était des classes partagées dans le primaire, 2 jours l'un et 2 jours l'autre, c'était très compliqué. Voilà. C'est ça que vous avez dit. Oui. Alors, il y a des questions concrètes à la fois sur les formations. Oui. Donc, vous pourrez nous expliquer un peu comment être formé. Il y a quelqu'un qui a fait, mais qui n'est pas pu devenir instructrice. Enfin bon. Mais surtout, il y a des questions sur, dans la mesure où ces interventions ont un coût, qu'y a-t-il comme aide au financement de ces programmes? Parce que j'imagine que pour que les établissements aient accueilli à cette échelle les intervenants extérieurs, comment ça se passe sur le plan financier? Alors, sur le plan financier, les enseignants peuvent se former eux-mêmes via la formation continue. Et effectivement, vous l'évoquiez au départ, via Formiris, les formations peuvent être prises en charge. Et pour un intervenant extérieur, si effectivement l'établissement préfère un enseignant extérieur,
il peut y avoir des financements via l'association de parents d'élèves, via certaines municipalités. Il y a plusieurs sources de financement qui peuvent être trouvées. Virginie demande comment aborder la méditation de façon spécifique avec les élèves ayant des troubles de l'attention. Et je vais compléter la question. J'irai plus loin. Est-ce que vous avez des témoignages, des exemples de pratiques qui auraient pu être mises en place dans des établissements type, par exemple, ITEP, avec les troubles du comportement, enfin voilà, des choses comme ça très spécifiques? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience dans ce cadre-là. En revanche, dans le cadre scolaire, dans des classes où il y avait, par exemple, des enfants qui avaient des troubles de l'attention, qui nous avaient été signalés par l'enseignant, voilà, les enfants ont pu suivre le programme. Il y a même eu un jour un enfant qui était sous traitement médicamenteux, qui avait oublié son médicament et l'enseignante était très inquiète parce qu'elle avait peur qu'il ne puisse pas suivre la séance. Il a pu suivre la séance, effectivement. Parfois, il se levait, il bougeait, mais la règle, c'est de ne pas déranger les autres. Donc, je lui avais dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux te lever, tu peux bouger, à condition que tu ne parles pas et tu ne déranges pas les autres. Donc, voilà, il y a un certain nombre de précautions qu'on prend. Et encore une fois, je ne peux pas vous détailler tous les éléments de cadrage qu'on met en place avec les enfants. Dans des circuits spécialisés, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais je sais qu'il y a certains intervenants qui ont adapté les programmes avec ce type de public. Quand vous avez exposé, il y a un moment, vous avez parlé de témoignages d'enfants et de témoignages de formateurs. Est-ce que vous pourriez nous donner, juste de mémoire comme ça, quelques éléments de ces témoignages qui rendent des formateurs, c'est les enseignants ou c'est les formateurs des associations? Non, c'est les enseignants eux-mêmes dans les classes desquelles… Voilà, oui. Alors, pour ne pas dénaturer leurs propos, je vais les reprendre sous les yeux. Je les ai passés assez rapidement, effectivement, pour laisser de la place aux questions. Alors, par exemple, il y a des enseignants qui nous ont dit la pratique régulière de la pleine conscience sur le long terme permet de parvenir à faire une pause, de ne pas se laisser emporter dans la réactivité habituelle ou les automatismes. Donc ça, c'était un bienfait pour l'enseignant lui-même. Un autre qui nous a dit, lorsqu'il semble fatigué, agité ou déconcentré pour pratiquer un exercice, ça me permet de mobiliser de nouveau toute l'énergie et l'attention des élèves. Dans l'ensemble, j'ai constaté que j'avais une nouvelle manière de percevoir et de comprendre mes élèves. Cela est précieux pour moi et me permettra d'en tenir compte pour les apprentissages dans la classe. Après, c'était un témoignage par rapport à la dimension laïque. Donc, la pratique de la pleine conscience m'apparaît comme totalement distincte de quelques références religieuses que ce soit. Mais vous verrez dans le rapport Initiative Mindfulness France, il y a des témoignages très détaillés. Et les enfants, par exemple, nous ont dit j'ai appris à mieux me concentrer. Maintenant, je comprends mieux mon corps. Ça, c'était des enfants de CM2. Ça m'a beaucoup aidée. C'est très utile quand je suis mal, triste ou énervée. J'ai appris que ça ne sert à rien de stresser pendant les contrôles. Ou j'ai bien aimé, ça me détendait. Quelques exemples. Et dans la suite, là maintenant, les questions, c'est avez-vous des retours des parents, tant en positif qu'en critique? Oui. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est avant de commencer le programme, on propose une petite réunion d'information aux parents, à la fois pour qu'ils sachent ce qu'on fait avec les enfants, mais aussi parce que les enfants,
très très vite, ils vont s'approprier ces outils et du coup, ça leur arrive de dire à leurs parents à un moment où il y a par exemple de la colère ou du stress, de dire bah, maman, peut-être tu peux te poser et respirer, tu vas voir, ça ira mieux. Et donc souvent on fait ces réunions d'information en amont, mais une fois il se trouve qu'on n'avait pas eu le temps de la faire avant le début, donc on l'a fait au bout de trois séances et il y a des parents qui nous ont dit ah, mais je comprends mieux pourquoi maintenant, au lieu de frapper son petit frère quand il vient lui casser ses jouets, il préfère venir nous voir et il s'assoit et il ferme les yeux, il pose ses mains sur son ventre. Donc voilà, c'était super parce qu'on a pu avoir en direct un retour de parents et c'est vrai que souvent les parents, on ne les voit pas quand on intervient dans une classe. Et puis souvent, quand j'interviens dans les écoles, je croise les parents en sortant de l'école et parfois il y a plusieurs enfants qui ont dit ah ben maman c'est la dame qui nous apprend à respirer tranquillement comme la grenouille. Et pendant les réunions d'information, souvent les parents nous disent ah ben merci, c'est rassurant de savoir qu'on peut apprendre à un enfant à faire attention parce que les parents non plus, ils disent fais attention, concentre-toi, mais ils ne savent pas comment aider leur enfant à faire attention. Donc souvent les parents nous remercient. Je relais une question de Catherine qui vous demande que pensez-vous des intervenants SEV qui commencent leur séance par une méditation de pleine conscience? Oui, alors effectivement, ça fait partie des points que Anne-Marie a rapidement évoqués au départ. Moi, je suis formatrice justement au sein de SEV pour la pratique de l'attention. Et l'association SEV forme des futurs animateurs d'ateliers philo qui commencent par une pratique de l'attention. Donc, c'est comme ça que ces ateliers philo pour enfants ont été conçus. Donc, je n'en pense que du bien, puisque c'est Frédéric Lenoir, donc le philosophe, qui a créé cette association, après s'être rendu compte que pour permettre aux enfants de se poser, d'écouter les autres dans un débat philosophique et d'oser argumenter quand ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit, la pratique de l'attention leur permet à la fois ce moment où on laisse la parole à quelqu'un, où on observe qu'on n'est pas d'accord, mais c'est possible de ne pas être d'accord, et où on observe ses émotions, donc sa colère ou sa peur, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir exprimer son point de vue. Donc effectivement, c'est un préalable très intéressant dans le cadre de l'atelier philo, où là, pour le coup, on va être dans l'échange, on va être dans la parole, mais sur une base quand même de pleine conscience de son ressenti, son opinion et la parole de l'autre. On a Emmanuel qui nous dit que même s'il est bien conscient que parler de l'attention aux élèves est important et positif, pourquoi ne parle-t-on pas davantage des controverses? En tapant, comme l'a recommandé donc un intervenant Mivilu de méditation de pleine conscience, on se rend compte que les réticences sont nombreuses et étayées. Alors, les réticences sont nombreuses. Elles sont essentiellement liées à la vigilance quant à la formation des intervenants. J'ai le rapport sous les yeux, donc je l'ai épluché attentivement. Les études qui sont, les retours de signalement qui sont cités sont essentiellement des retours de signalement d'adultes. Et en fait, sur la méditation en général, il y a énormément de retours et de dérives. Sur la méditation de pleine conscience pour les adultes, ça correspond à peu près à 15 signalements sur 20 ans. Et parmi ces signalements, il n'y en a aucun qui concerne des enfants. Et quand il cite dans le rapport le fait qu'il y a eu
de l'isolement et des discours anxiogènes, c'est jamais dans le cadre scolaire et c'est jamais avec des programmes que nous mettons en place. Donc, il se peut qu'il y ait des dérives sectaires, il se peut qu'il y ait des intervenants mal intentionnés qui veulent faire de l'entrisme religieux par ces pratiques, mais aucun des programmes que je vous ai cités ne sont concernés. Donc, c'est très, très marginal et effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui mène les programmes et comment et par qui ils ont été formés. Oui, donc pour rassurer les parents, il faut avoir pris toutes ces… Parce qu'il y a une question sur comment rassurer les familles pour éviter les réticences des parents. Donc, il faut montrer toutes ces garanties, bien afficher la légitimité ou en tout cas le fait que les personnes sont jugées compétentes de façon objective, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même le souci de l'attention. La pleine conscience, quelquefois, paraît un moyen, mais la fin, c'est quand même le développement de l'attention. Et quelqu'un nous dit, vous faites le dispositif Atoll de la chaux, plus sève, plus des temps de méditation de pleine conscience, épanouissement total. Ah oui, c'est effectivement… Il y a plusieurs chemins, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Le programme Atoll est un excellent programme. Et on avait eu une conférence il y a 2 ans sur ce sujet-là, donc toujours dans le souci de cette grande crise de l'attention. Voilà. Et autrement, il y a des questions sur… Si je peux juste compléter, oui. Il n'y a pas dans le programme Atoll, c'est l'attention à l'autre. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment très, très focusé sur les apprentissages. Dans les programmes de pratique de l'attention tels que je vous les ai décrits, c'est une attention à soi-même, à ses émotions, à son environnement et à sa relation. Donc, complet sur le plan de l'épanouissement personnel, oui. Et il y a plusieurs fois des questions sur aussi l'anglais, parce que comme, pour finir, tout ça a une origine anglo-saxonne, quelqu'un demande si vous avez des visios ou des conseils à donner sur des animations en langue anglaise. Alors, c'est pas j'imagine pas pour le primaire, mais collège. Vous avez des ressources là-dessus? Vous pouvez… Anglais? Oui. Ah oui, je pense que c'est très facile à trouver sur Internet. Justement, on a créé l'association parce qu'il y a tellement de ressources en anglais que nous, on veut aider les gens qui cherchent du français. Mais en anglais, vous tapez mindfulness sur Internet, vous trouverez des milliers de choses. Voilà. Donc, qui est-ce qui demandait ça? C'était Virginie. Voilà, oui. Virginie a sa réponse. On a également Charles-Henri qui aimerait vous entendre, entre guillemets, sur le fait que Édouard Jantaz recommande la prudence épistémologique par rapport aux recherches, au profit même de la crédibilité donc, des chercheurs dans le domaine en vue du futur. Donc, qu'en pensez-vous? C'est ce que je précisais tout à l'heure. Les 2 études que j'ai présentées sont des études qui correspondent exactement aux critères évoqué par M. Jantaz, c'est-à-dire un protocole avec un groupe contrôle, un comptage des résultats aussi bien bénéfiques que négatifs, etc. Donc oui, tout à fait. Je souscris tout à fait à cette précaution supplémentaire sur les études et c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'INSERM, qui est un institut sérieux et reconnu pour avoir une étude de qualité. Et on a Karine qui nous pose, c'est vrai, cette question, qui nous dit qu'il est intéressant de former des apprenants, c'est eux dont on parlait ce soir, mais qu'en est-il pour les équipes pédagogiques, et j'ai aimé ce qu'elle met, pédagogiques et administratives. Tout à fait. C'est pour ça que plusieurs fois, j'ai parlé de formation de l'enseignant, c'est-à-dire que si l'enseignant suit lui-même le programme, c'est d'autant plus bénéfique qu'il est autonome dans sa classe et il n'y a pas besoin de faire revenir chaque année un intervenant extérieur. Et les équipes administratives, là, pour le coup, c'est plutôt des programmes pour adultes, puisque les équipes administratives
n'ont pas à transmettre ça aux enfants, a priori. Pour ça, vous pouvez regarder, pareil, sur le site d'Enfance et Attention, il y a dans la rubrique ressources un certain nombre d'associations dans lesquelles vous pouvez trouver des formations de bonne qualité pour les adultes, dont l'ADM, Association pour le développement de la mindfulness. Donc ça, c'est pour se former soi-même en tant qu'adulte à cette pratique de la mindfulness, de la présence attentive ou de la pleine. Et la question est, Formiris prend en charge ce genre de formation? Oui, la réponse est oui. Alors, pas toutes. Pas toutes, non. Formiris, c'est les formations pour les enseignants, en tout cas de ce que j'ai pu savoir, les formations pour les enseignants à destination de la transmission aux élèves, pour les équipes administratives. Mais pour les personnels administratifs, il y a quelque chose de parallèle, Opcalia, etc., où ce genre de choses peut être proposé aussi. Je ne sais pas, oui. Voilà. On a Elisabeth qui nous demande « Et le programme Éduquer en pleine conscience ?» Oui, je pense qu'elle ne demande pas. Je connais Elisabeth. D'accord. Elle précise juste que oui, ça doit être ça. Le programme Éduquer en pleine conscience est un programme qui est pris en charge effectivement et qui peut être mis en place pour les enseignants à destination de la transmission à leurs élèves. Alors moi, j'ai une question qui est peut-être derrière tout ça, mais il y a un problème d'articulation entre l'intervenant extérieur qui fait un cycle de 8 semaines, bon, qui d'une certaine façon initie le professeur des écoles ou de collèges qui se consacre à ce sujet. Mais après, j'imagine qu'il faut que le relais soit pris parce qu'il ne suffit pas de 8 semaines, c'est sur une année, voire plusieurs années. On ne peut pas faire juste un petit stage, quoi. C'est pour ça que, en fait, pendant ces 8 semaines, l'intervenant extérieur fait la séance hebdomadaire principale, mais c'est l'enseignant lui-même qui fait les petites pratiques quotidiennes. Donc, en général, les enseignants continuent toute l'année. Les petites pratiques quotidiennes. Donc, pendant les 8 semaines, il les fait dans l'ordre qui lui est conseillé parce qu'il y a vraiment une progressivité. Hein, vous l'avez vu, on part des choses les plus concrètes, les plus palpables, les plus liées au corps et on va de plus en plus vers des dimensions théoriques ou abstraites. Et pendant ces 8 semaines, l'enseignant s'engage à suivre la progressivité, mais au bout des 8 semaines, souvent, ils choisissent les pratiques qui lui correspondent le mieux et ils continuent à les mettre en place toute l'année. D'ailleurs, ça devient des rituels dans la classe et les enfants les demandent. Donc, oui, il y a une continuité. Et donc, pour faire, en gros, si quelqu'un veut faire ça dans son établissement, que la démarche, c'est chef d'établissement qui joint votre association. Comment ça se passe? Il y a de multiples clés d'entrée. Il y a parfois des enseignants qui nous contactent directement pour avoir des informations, des chefs d'établissement. Ça peut être aussi les associations de parents d'élèves. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à en parler autour de vous. Oui. Alors, il nous reste 30 secondes. Est-ce que Anne-Marie, tu me permets une dernière question? Vas-y. Alors, c'est parce que monsieur ou madame Moreau a fait remonter cette question plusieurs fois, donc je ne voudrais pas que notre collègue parte frustré. Vous avez dit que notre cerveau est programmé, défini pour analyser le passé. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée, puisque notre cerveau n'agit-il pas prioritairement pour réagir face aux réalités présentes? Alors, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir utilisé le mot analyser. Ce que je voulais dire, c'est que le cerveau, quand il n'est pas dans une situation de danger imminent présent, c'est-à-dire quand il n'y a pas ni une bête féroce qui nous attaque, ni une tornade qui nous tombe sur le dos, ni une faim qui nous tenaille les entrailles parce qu'il n'y a rien à manger, c'est-à-dire des situations qui n'arrivent quasiment jamais, heureusement, dans notre société, le cerveau, il tourne en boucle en fait, parce qu'il est programmé pour voir en priorité
ce qui peut nuire à la survie de l'espèce. Donc souvent, quand il n'y a pas ce danger imminent qui effectivement serait dans le présent, notre cerveau va anticiper un danger futur, un danger à venir, ou ressasser une difficulté passée. Mais effectivement, s'il y a un problème, et souvent, on ne s'en rend même pas compte, on a l'impression qu'on est dans le présent, on a l'impression qu'on est en train de régler un problème, on va dire, de conflit entre deux élèves, et en fait, on anticipe déjà le fait que peut-être un des deux élèves ne va pas nous écouter, ou qu'il va y avoir une interruption qui fait qu'on ne va pas pouvoir s'en occuper sérieusement, et du coup, on n'est pas complètement concentré sur le présent, parce que c'est comme ça que notre cerveau a l'habitude de fonctionner. Et dans nos sociétés, l'anticipation est encore plus, on va dire, sollicitée, parce qu'on est tout le temps dans la planification, dans l'organisation, dans une forme de prévision, de performance. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si je me suis mal exprimée, merci de m'avoir permis de préciser. Dis merci. Merci. Monsieur Moreau dit merci. Juste une dernière chose, il y a quelqu'un qui, toujours sur la langue anglaise, Virginie insiste, pour avoir un intervenant qualifié en langue anglaise, je pense qu'il suffit de contacter votre association en passant par le site. Ah non, on n'a absolument aucun intervenant en langue anglaise. D'accord. Si, remarquez, excusez-moi, vous pouvez nous contacter et on vous orientera. Comme ça, je vous donnerai Voilà. les informations. Donc, il faut aller sur le site de votre association. Donc, Enfance, attention. Donc, tout le monde va avoir le lien bientôt ou va sur Internet, ce n'est pas difficile. Et du coup, posez la question et après, il peut y avoir une suite pour organiser ça. Voilà. Écoutez, là, il est 19h03. Donc, on a dépassé très légèrement le temps. Je savais qu'il y aurait beaucoup de questions. Hein. C'est pour ça que… Donc, on remercie tout le monde et vous, bien sûr, particulièrement. Et on dit à tout le monde, voilà, grand merci, bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Et donc, merci à tous. C'est enregistré, ça sera sur le site de l'ICP prochainement. Et comme j'ai mis, si quelques-uns en ont besoin très vite, ils me mettent un petit mail et je peux faire passer, comme je vous ferai passer à Pierre-Antoine et vous-même, Laurence, l'enregistrement de ce soir. Voilà. Merci infiniment à vous. Et bonne suite de soirée. Si vous n'êtes pas trop tenaillé par la fin. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Je ferme.